Bonjour et bienvenue à Mémoire vivante. Aujourd'hui, je reçois François et Gilberte Brassard, les enfants de M. Maurice Brassard, qu'on va qualifier d'un homme entrepreneur, un bénévole impliqué et un homme d'affaires. Bonjour François, bonjour Gilberte. Est-ce que je peux me permettre de vous appeler par vos prénoms? Oui, sûrement. Pour commencer, j'aimerais ça que vous me décriviez un peu d'où vient la famille Brassard. OK. Alors, la famille Brassard, les premiers qui sont arrivés à Plessisville, c'est en 1904, je pense. En 1904, ils se sont établis dans le 11e rang de Plessisville. Alors, notre père est à la 4e génération de Léon et Zoé Doucette. Léon Brassard et Zoé Doucette. Eux autres, là, ils arrivaient de Blandford, de Nicolet, oui. Alors, c'est là qu'ils ont fondé leur famille, Léon et Zoé. Petite anecdote. Oui, allez-y. Léon est parti de Nicolet avec son bœuf et sa charrette. Il y avait une terre d'alloué ici à Plessisville dans le 11e rang. Et en route, il n'a pas réussi à passer Saint-Louis-de-Benford parce que l'automne est arrivé, l'hiver est arrivé. Il a passé l'hiver à Saint-Louis-de-Benford et au printemps, il a marié Zoé Doucette du Saint-Louis-de-Benford et il a continué son voyage pour Plessisville. Anecdote. C'est la souche. Oui. C'est la souche de Plessisville. Oui. Et là, votre père, lui, on parle qu'ils se sont établis dans le 11. Oui. Est-ce que votre père est né dans le 11 de Plessisville? Oui, il est né dans le 11 de Plessisville. Il était le 4e de la famille. Il y avait deux gars et puis une sœur plus vieille. Oui. Et donc, il était du domaine agricole? Oui, il était du domaine agricole, oui. Fait que votre père, lui, il a comme un peu sorti des rangs, si je comprends bien, pour tracer sa propre voie. C'est certain que lui, il était le 3e gars. Alors, je me souviens que c'est le plus vieux qui a vraiment pris la terre, là, de Aimé, qui a continué à travailler. L'autre après, il est allé s'établir au Vermont. Puis, mon père, lui, il a décidé de travailler en ville. On peut dire ça, oui. Et c'est quoi qui l'a amené dans le textile? OK. En fait, papa s'est inscrit en 1940 à l'école du lin de Plessisville. Il existait déjà une école du lin et il existait aussi la coopérative du lin de Plessisville à ce moment-là. Donc, avec plusieurs de ses amis, il a décidé d'aller étudier durant 2 ans la filature comme telle de la fibre de lin. Alors, il y avait à ce moment-là des cultures de lin au Québec qui étaient surtout dans la vallée du Richelieu. Donc, il a étudié et après ses études, il est devenu gérant de l'usine qui était la coopérative de lin. Ça lui a permis, entre autres, de ne pas participer à la guerre. Parce que l'usine de lin produisait bien sûr du lin, mais surtout des uniformes fabriqués avec du lin pour les soldats. Ouais. Donc, tous les gens qui travaillaient à ce moment-là dans les industries textiles au Canada ont été exclus de la guerre. Bon, mon père, il disait « discharge from the army ». Est-ce que votre père était bilingue? Non, pas du tout. Mais ça, il s'en souvenait. Discharge from the army, il s'en souvient très bien. Alors, donc, ils ont commencé à travailler dans le lin. Et papa est devenu, entre autres, inspecteur. Il a commencé à voyager parce que il devait se rendre lui-même dans les endroits où il cultivait. Donc, tout le Richelieu, papa connaît ça depuis qu'il est tout jeune. Donc, il a voyagé beaucoup à cause de ça, dans le lin. Et le lin, il y en avait à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que les terres étaient plus fonctionnelles? Oui, c'est ça. C'était l'endroit où il y avait les plus belles terres du Québec. Donc, le programme d'avoir du lin au Québec, ils ont dit on va aller à l'endroit où il y a les plus belles terres du Québec. Cependant, puis je pense que la qualité, parce que j'en ai encore, je pense que la qualité du lin était bonne. Le problème qui est arrivé, c'est que la guerre a fini. La guerre est arrêtée. L'industrie textile s'est modernisée et les uniformes de lin n'étaient plus à la mode. Okay. Donc, l'usine a fermé. Puis l'usine avait été créée grâce à de la machinerie qui était fabriquée par Forano à Plessisville. Ça aussi, c'est particulier. Fait que, dans le fond, chaque entreprise se faisait vivre entre elles, mutuellement. Donc, c'est comme ça qu'on a eu à Plessisville l'usine de lin. Aujourd'hui, ces locaux-là sont propriété de Citadel. Avant Citadel, il y a eu aussi la Canadienne Célanise qui a occupé les lieux pour, encore une fois, textile, fil de rayon, soie artificielle,
de tissus qui étaient vendus localement. Mais la compagnie canadienne Totalise, c'est une compagnie mondiale, reconnue mondialement à ce moment-là, qui a fermé la dernière usine, c'est en 1970-72 à Drummondville. Avant ça, c'était une grosse compagnie. C'était une grande entreprise mondiale. On continue toujours avec M. Maurice, votre papa. Ben oui. Il rencontre sa conjointe. Oui, bien, dans ce temps-là, il y avait des fêtes de rang. Tu sais, puis là, bien, ma mère, Jeannette Prince, c'était le rang voisin. C'était à Princeville, le 12e rang. Puis mon père était le 11e rang de Plessisville. Alors, ils se rencontraient. Fait qu'ils se sont mariés en 42. Puis là, à ce moment-là, bien, ils sont allés en voyage de noces. Puis mon père, étant donné qu'il aimait voyager, il avait amené maman à Trois-Rivières. Ma grand-mère était veuve, alors grand-maman ne voyageait pas. Fait que maman a tout découvert Trois-Rivières, Montréal, Valleyfield, Saint-Hyacinthe. Ils ont été partis 12 jours dans le temps, c'était spécial. C'était beaucoup. En effet. Et d'autant plus que j'ai vu une photo, une décapotable qu'il avait eue, qu'il s'était acheté pour... Il avait acheté ça, lui, une décapotable, une Ford 1939 ou... quelque chose comme ça. Elle était usagée, elle n'était pas neuve. Oui, c'est ça. Elle n'était pas neuve. Mais oui, il a toujours aimé les autos. De toute façon, papa, il aimait ça, avoir des autos neuves. Oui. En parallèle de l'homme d'affaires qu'il était, votre père avait toujours ce besoin-là, on aurait dit, de s'impliquer de façon dans toutes sortes de choses, parce que j'ai vu qu'il avait été président des artisans. Oui, c'est ça. Je vais le lire parce que Canadien-Français d'assurance vie. Ben oui, c'était d'assurance vie. Alors ça, c'était, en tout cas, c'était très vivant à Plessisville, là. Il y avait tout un regroupement de personnes qui, on dirait que maintenant, je pense que c'est l'Union Vie à Drummondville plus, là. Okay. C'est aussi l'Union Vie, c'est une coopérative. Papa, lui, les coopératives, là, ça l'habitait. T'sais, donner des choses, se réunir, ce qu'il a amené, là, tu sais, en 1945, il y avait un groupe d'hommes, surtout, là, ils ont créé une coopérative pour bâtir les maisons dans la rue Saint-Charles. Alors, la rue Saint-Charles, dans ce temps-là, c'était comme dans le champ. Tu sais, c'était une rue qui était la dernière rue de la ville de Plessisville. Fait qu'ils ont construit 22 maisons, c'est ça, 22 maisons. 22, oui. Dans la rue Saint-Charles, au coût de 4200 $ la maison. C'est toutes des petites maisons. Oui, mais quand même. Mais toutes pareilles. Maintenant, si vous passez dans la rue Saint-Charles, il n'y en a pas une qui se ressemble. Non, mais on voit que la base est toujours là. C'était une maison, maman disait une maison 24 par 24 avec un deuxième étage, des chambres en haut. Alors ça, ben ça a donné la chance à des gens d'avoir leur propre maison. De pouvoir s'installer confortablement chez eux. Et puis là, ben c'était, on avait tous le même âge dans notre rue, hein. Tous les enfants avaient le même âge. Là, ça fait qu'il y avait pas on n'avait pas de montre, hein. Ça fait que c'était les mères à midi qui criaient, là, qui appelaient les enfants. Les mamans sortaient sur la galerie pour crier, venez dîner! Ben oui. Et puis une chance qu'on avait aussi, à 7 heures, le cri de la municipalité, là, de la ville qui nous criait qu'il fallait rentrer dans les maisons. D'ailleurs, à midi, il y avait l'Angélus. Ben, c'est ça. À midi, il y avait l'Angélus. Oui, c'est la première fois que j'entends à 7 heures. À 7 heures, oui. Il y avait un cri qui venait d'Hôtel de Ville. Qui venait d'Hôtel de Ville, oui. d'Hôtel de Ville, qui donnait l'heure. Oui. Parce que les gens, nous, les enfants, on n'avait pas de montre. Là. Non, c'est ça. Il n'y a pas personne qui avait des montres, là. Et tout le monde jouait dehors, donc les enfants étaient pleins la rue, été comme hiver. Ben oui. Plein la rue. Extraordinaire. Tout le monde avait le même âge. Ben oui, c'est ça. Ben oui, on avait tous le même âge. Oui. Mais c'est la première fois que j'entends qu'à 19h ou 7h, ben oui, c'est qu'il y avait... oui. Ouais. Il y avait tout un cri, là, on l'entendait facilement. C'est tout le monde, oui, c'est ça. Ça voulait dire de rentrer à la maison, normalement. Oui. Ça voulait dire rentrer à la maison. Donc, après la guerre, le marché du lin s'effondre, l'usine ferme. Oui. Et là, votre papa décide avec d'autres, des amis, de créer ce qui s'appelait la filature Plessis Limitée. C'est bien ça, la filature Plessis de Plessisville. Oui. Alors, ils ont bâti l'usine comme telle et ils ont démarré la filature et le tissage de couvertes de laine surtout. C'était du lainage. C'était pas nécessairement de la pure laine. On a encore un tissu qui est fabriqué dans cette période-là. C'était, encore une fois, comme il y avait la Célanise qui produisait de l'acétate, de la rayonne, papa connaissait ça, il connaissait le lin, il connaissait les fibres. Donc, ils ont commencé à tisser des couvertes
qui se vendaient sur le bord de la rue l'été Oui. et qui étaient des couvertures pas dispendieuses. Il était réellement... et là, ils ont engagé beaucoup de monde. On a une photo aussi qui représente un groupe de travailleurs. Alors, c'était des amis, des gens du même âge qui ont décidé de partir cette entreprise-là. Aujourd'hui, à cet endroit-là, maintenant, c'est Motoparts. Oui, c'est ça. C'est Motoparts qui est là aujourd'hui. Il y a une partie de l'usine qui existe encore dans l'industrie de Motoparts. Oui. Certains murs, probablement, un peu. Alors, donc, il faisait en 1955, donc, papa était gérant de l'entreprise. Il faisait du bureau, là. On l'a vu assis à son bureau, avec les chiffres. Il a appris la dactylo à ce moment-là. Surtout la machine à calculer avec le grand bras, là. Ah oui. Oui. Ah oui, tu schlack. Ben il a appris ça beaucoup. Ah oui. Donc, nous, quand on était jeunes, on a vu ces machines-là dans la maison chez nous, là. Oui, ça travaillait 24 heures par jour. Hein? Ça travaillait à 24 heures. Il y avait un mécanicien qui réparait la nuit. Il couchait chez nous, dans la maison de la rue Saint-Charles, le jour. Et puis, j'avais des tantes princes qui travaillaient le jour. Alors, quand ils se couchaient, eux autres, ma tante, il changeait les draps. Le matin, il changeait les draps. Puis, monsieur le mécanicien des machineries, il venait dormir. Maman, elle avait des pensionnaires, là, à ce moment-là, oui. Donc, on disait, le marché du lin s'effondre. L'entreprise ferme l'usine. Et là, naît ce qu'on appelle la filature Plessis. Oui, immédiatement après, des amis, des gens qui avaient un peu d'argent ont décidé de bâtir une nouvelle usine sur la rue Saint-Calix, à l'endroit où est Motoparts aujourd'hui. Ils ont bâti l'usine qui s'appelait la filature Plessis pour fabriquer des couvertes de laine à partir de fibres. La laine, c'était un peu cher, c'était surtout dans ce temps-là. De la fameuse rayonne qu'on a parlé tout à l'heure, de la sélanise, des fibres synthétiques et beaucoup de fibres recyclées. Alors, ils achetaient, comme tu dis, du lainage. Et ils recyclaient des fibres pour en faire des couvertes de laine qui étaient des couvertes de laine pas dispendieuses, des couvertes de laine pour les gens de la place, la population normale. Ça, c'était en 1945. Il y avait un camion qui allait dans les rangs puis qui demandait s'il y avait du vieux lainage. Alors ça, avec ce vieux lainage-là, il cardait, il filait. Déchiquetait. Il filait, puis après ça, il le tissait. C'est ça. Les gens, aujourd'hui, ne comprennent pas réellement ce qui est un métier du temps. Mais c'est un métier qui lance la navette. Donc, il y avait une navette, donc ça va à peu près comme schlung. Ben oui. Schlung. Ouais. Schlung. Ça passe comme ça. C'était comme à une vitesse automatique. d'environ 78 minutes. C'était très lent. Pour eux autres, c'était même rapide, probablement. C'était des métiers modernes. C'était des métiers modernes. Au lieu d'être un métier manuel, c'était des métiers automatiques. En 1955, il y a eu une petite chicane entre les trois propriétaires ou les trois actionnaires. C'est encore une fois, donc papa a décidé de partir. Lui, papa il a dit, moi là, si on s'entend pas bien, je quitte la compagnie. Et là, il décide, comme il connaissait le textile et comme il connaissait ce qu'était une carde pour préparer du fil, avec des amis, dont M. Jean Raymond de Princeville, il est parti aux États-Unis avec des camions. Ils sont partis avec des camions, ils sont allés dans la région de Lawrence, dans le Massachusetts, et ils ont acheté 2 cartes de 60 pouces de large. Ils avaient déjà en idée quoi faire avec ça. Donc, ils sous-traitaient de la viscose, de la rayonne, pour qu'éventuellement, ce soit mélangé à de la laine dans des filatures de la région de la Beauce. Donc, ses clients, lui, étaient des gens de la Beauce. Certains de ces clients-là existent encore aujourd'hui. Papa avait des bons amis en Beauce. Alors, toutes les fois qu'il se rendait à Beauce, puis souvent, il m'emmenait avec lui. Moi, j'étais le petit gars, j'embarquais avec lui. On allait dans Beauce, puis là, les gens le payaient en argent. Je me souviens d'un voyage où on est allé au Cap de la Madeleine. Au Cap de la Madeleine, il y avait quelqu'un qui filait des couvertes. Ah oui, monsieur. Et le monsieur, il devait beaucoup d'argent à papa. Puis maman était là, puis elle a dit, monsieur, là, vous me devez beaucoup d'argent. Il met la main dans sa poche, il sort un mail, il dit, c'est-tu correct, Jeannette? Un bill de 1000 $. Elle avait jamais vu ça de sa vie. Là. Ben oui. Jamais elle avait vu un bill de 1000. Donc, ils sont revenus très souriants.
Dans le voyage au Cap de la Madeleine. Il y a vraiment eu un miracle cette fois. Il y a vraiment eu un miracle. Il y a vraiment eu un miracle, effectivement. Eh oui. Ben, dans le fond, en parallèle, comme on dit toujours, votre père n'était pas capable d'avoir qu'un projet. Il y avait toujours plus qu'un. Donc, tantôt, on a parlé des maisons. Oui. Et là, il décide qu'il s'implique auprès des caisses pop. C'est sûr. C'était comme ça qu'on appelait ça à C'est l'époque. ça, bien oui. En 51, il est devenu directeur au conseil d'administration de la Caisse populaire. Là, ils ont construit, c'était de son temps, mais il n'était pas président à ce moment-là, la Caisse populaire sur la rue Saint-Édouard, où est-ce que, après ça, c'était le bureau de M. Chartier, le notaire, c'était le bureau des notaires. C'est ça, j'allais vous demander oui, si justement. c'était ça. C'est ça, Ben oui. c'est Ce que ça. je trouve bizarre, tu sais, qu'il avait mis des marches là, pour entrer à la Caisse populaire. Oui, mais je me souviens de ces marches-là. Oui, c'est ça, moi aussi. Puis ils sont encore là. Je me souviens. Encore, oui, c'est ça. Bien oui. Puis le sous-sol aussi, je me souviens. Ouais. Ben, un petit sous-sol, Ah oui, hein, ben oui, il y avait un en bas. logement. Il y avait un ben oui. commerce aussi. Ah oui, c'est Oui. vrai. Alors, c'est là qu'a commencé son on peut dire, On son pourrait dire, bénévolat. oui, puis c'est un règne, moi j'appellerais, oui. parce que ça a été, si je me trompe pas, là, dans mes calculs, il a fait 31 ans de bénévolat Oui, c'est juste à la caisse. Ah oui, juste à la caisse. Il l'a fait comme directeur, après ça comme président, après ça comme à la commission de crédit. Il a fait plusieurs années à la commission de crédit aussi. Alors, oui, ça c'était comme sa deuxième maison. Tout ça en n'ayant pas beaucoup d'argent. Ouais. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Maman était à la maison. Il y avait pas au début, papa avait juste son petit commerce de cartes en bas. Oui. Il se faisait payer en argent. Il réussissait, mais tout ça, malgré qu'il n'y avait pas d'argent, il s'impliquait dans les coopératives. Ah, Pour oui. lui, c'était une partie de sa vie Ouais, qui c'est était ça. très importante. Ouais. Puis je voyais aussi qu'il s'était impliqué au niveau municipal, Oui. parce qu'il Oui. était échevin. Oui, il a fait un mandat au niveau municipal. Il a fait plusieurs années aussi comme à l'église, là. Narguillier. Narguillier. Ben oui, oui, Narguillier. oui. Ouais, puis après ça, tout à l'heure, j'imagine qu'on va parler du foyer des Bois-Francs. là. On va en parler Oui, c'est certainement ça. du foyer des Bois-Francs, Ben oui. mais avant, Je vais juste ici faire une parenthèse sur le 10e anniversaire de mariage. oui, excusez-moi. Parce que papa travaillait bien sûr très fort, mais maman travaillait aussi très fort. Elle était à la maison, mais mon père et ma mère avaient une fierté Ah oui. effrayante, inimaginable. Et maman faisait la couture. C'est incroyable. On est habillés comme des princesses. Ouais. Ou des princes. Un prince. On était toujours bien habillés. Ah et oui. maman faisait son linge. Oui. C'est les Ah habits, oui, c'est ça. les robes de ses filles. Oui. Et moi, là, que j'étais petit garçon, moi, j'étais chez Jello, là. Oui. Ben oui, c'est ça. Mais, Ben tu sais, oui. en général, maman faisait tout son linge. Puis là, papa a toujours aimé aussi la photographie, ce qui nous permet aujourd'hui de regarder un peu ce qu'il y avait de l'air. Mais mon père aimait la photographie. Ah oui. Il ne se passait pas une année où il n'y avait pas un photographe ou lui-même qui venait prendre des photos. Alors, il aimait beaucoup la photographie, qu'on a réussi à conserver. Qu'on a réussi à conserver tout ça. Oui. Et ça avait fait une espèce de petite polémique au début quand on construit la seconde caisse, Ben parce oui. que c'était trop... Trop moderne. Et voilà. C'était trop moderne. Alors là, si on regarde la photo de cette caisse-là, en 1965, c'était spécial. C'était M. Bushman Gagnon de Thetford qui avait été l'architecte. Puis là, ben pour que tout le monde se souvienne qu'on était dans un milieu agricole, ben il était vraiment très important pour lui qu'on fasse une mosaïque. Alors, ça représente le Plessisville, les érablières, le foin, le tracteur, l'église. Et la Forano. La Et la Forano, Forano. le train. Le train, ça a été Aussi, important oui. aussi dans notre vécu à Plessisville. Il y avait un arrêt du train à Plessisville. Alors, les gens de Saint-Ferdinand, Thetford, il n'y avait pas de train, eux autres. Alors, ça débarquait tout à Plessisville. Il y avait un hôtel aussi en bas, là. Ça fait que, moi, c'est ça, puis là, bien, actuellement, on la voit moins, mais on va essayer il y a une espèce d'arbuste devant, là, mais on va faire des pressions pour la mettre en valeur parce qu'elle est très belle, cette mosaïque-là. Cette mosaïque-là. Oui. En plus de tout ça, il était président du foyer des Bois-Francs. Il était-tu du départ de la construction de... À ce temps-là, c'est un groupe d'hommes qui se sont rencontrés. C'était M. Georges Dupont de la bijouterie qui avait décidé qu'on était rendu à Plessisville d'avoir
d'avoir un foyer pour personnes âgées, mais c'était pas le même genre de personnes âgées, c'était autonome, là. C'était les gens qui avaient 60 ans, et il y en a qui étaient avec leur auto, qui voulaient aller s'installer dans un endroit, être ensemble, puis avoir du plaisir. Alors, lui, il a été président de 70 à 80. Ils ont allé recruter les sœurs, les religieuses, je me souviens C'est plus. Georgette et Schenck. Oui, là. Sœur Schenck et Sœur Georgette, ça, c'était des religieuses, Jésus-Marie, quelque chose comme ça. Alors là, bien, ils ont construit cette résidence-là, puis les religieuses demeuraient à une extrémité. Fait que là, il y a eu beaucoup de rencontres, des parties, là, à cette résidence-là, il y a des gens qui ont été très... Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la paroisse Saint-Calixte, dans le temps, avait donné le terrain le long de la rivière. Ça avait été fourni par la fabrique. Alors, c'est quand ils ont fermé, ils ont été obligés de fermer le foyer des Bois-Francs il y a quelques années parce que c'était plus adapté. C'était un bâtiment en bois. Avec les gens, maintenant, dans les résidences, ont de plus en plus de fauteuils roulants. Oui. Puis les 2 fauteuils roulants ne se rencontraient plus dans les corridors. Les corridors étaient trop étroits, les portes étaient trop étroites. Alors là, c'est ça, c'est... ça a été abandonné à autre chose. Oui. Au travers de tout ça, votre père, lui, c'était un bon vivant qui aimait les voyages. Oui. Qui avait son chalet. Oui. Il était je dirais l'ancêtre du camping avec ce que vous m'avez dit. Avant le chalet. Il y avait des rencontres de famille. Tu sais, des parties, là, des rencontres de famille, on en a eu, là. Il nous a fait voyager aussi. Lui, ça le dérangeait pas un dimanche d'aller à l'Oratoire Saint-Joseph puis de revenir avec la vin qui était simple, tu sais, qui était pas double, là, hein? C'était... Il y avait pas beaucoup de gens à cette période-là qui avaient des autos et surtout qui n'avaient pas peur. Mon père, elle n'avait pas peur. Ses beaux-frères, ils lui disaient « Maurice, comment tu fais pour aller à Montréal comme ça? Tu rentres à Montréal, tu vois ce que tu veux, t'as pas de carte, t'as rien. » Il y avait un sens d'orientation, là. Il y avait un sens d'orientation. Oui. Et il partait sans papier, sans carte, voir ses cousins à Berry-Vermont, puis rendu dans le Berry, il disait « On va te faire un tour à Lawrence, Mass, parce qu'on a de la parenté du côté des Princes. » C'est ça. Puis après ça, on arrête ça au Latchard, en remontant. Il fallait qu'il aille là à chaque année à l'Orchard, oui. Comme ça. Tout qu'un homme, hein? C'était très particulier. Il aimait rapidement, on va faire un petit topo aussi, parce qu'il a fondé, après ça, les entreprises Maurice Brassard. Oui, c'est ça. Et que vous êtes maintenant, M. François, je crois, propriétaire. Oui, en fait, il y a eu d'abord Maurice Brassard, ça c'est avant moi. Moi, j'étais étudiant. Alors, papa a décidé de... Bon, dans ses affaires de cartes, il ramassait du fil, donnait ça à maman. Maman, elle l'appelait grand-maman. Il tissait avec ça. Puis, à un moment donné, la cave en était pleine. Ils ont décidé de mettre ça à vendre et ils ont passé une petite annonce dans le bulletin de l'agriculteur. Ça a été rapidement très populaire. Ils ont commencé à envoyer des échantillons de fil par la poste et on est devenu comptoir postal bien avant que j'arrive dans l'entreprise. À ce moment-là, ça s'appelait Maurice Brassard enregistré. Il y avait déjà un bobineur, un doubleur, il y avait tout ce qu'il fallait. En 1959, ils ont bâti un grand garage en arrière de la maison. Mais avant, ils ont agrandi la maison pour avoir un magasin au sous-sol. Ici, dans 1990, on a une photo, entre autres, où la maison de la rue Saint-Charles, on a de la misère à reconnaître parce qu'encore une fois, papa avait dit, ça nous prend une maison qui est différente des autres, on va aller chercher un architecte pour nous faire un dessin. Ben oui. Alors, il a fait quelque chose de spécial. Oui. En 1972, il a construit le grand garage. Il a fermé la chaîne de cartes. Il a vendu ses cartes en vite. Il les a achetées au vidange. Et il a tout mis ça dans le garage. En 1977, moi, je résidais à Montréal. J'avais étudié en textile. Et un bon dimanche, mon père arrive chez nous. Puis il dit, on ne fournit plus. Alors, il dit, est-ce que tu es prêt? Tu m'as déjà dit que peut-être ça t'intéresserait de prendre la business. Alors oui, j'ai décidé de déménager à Plessisville en 1977. Et là, on a formé la compagnie Maurice Brassard et Fils Incorporé. À ce moment-là, moi, je connaissais le textile, j'avais pas de problème. Mon épouse, Diane, était infirmière. Alors, elle a décidé de changer de carrière. Elle est devenue secrétaire. Papa s'occupait du bobinage, s'occupait du fil. Diane s'occupait de la facturation. Maman s'occupait du magasin, service au magasin, parce que le monde venait d'un peu partout au Québec pour voir le fil sur place, acheter leurs affaires. Puis moi, je préparais les commandes parce qu'on est devenu à ce moment-là
un comptoir postal à la grandeur du Québec. On vendait partout au Québec. C'était à tous les jours, on recevait des commandes. On avait un casier postal qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelait le casier postal 4. Oui, c'est vrai. On recevait les commandes par la poste. On les préparait et le lendemain, sur le lendemain, on mettait ça dans des boîtes. On allait porter ça directement à nous. On n'avait pas de camion. On avait un trailer. On allait porter ça au bureau de poste ici sur la rue Saint-Calix. Alors, on faisait ça tous les 5 jours semaine. On vendait aussi, bien sûr, des métiers à tisser, mais c'était des métiers à tisser qui étaient fabriqués à Lillet. Mais on est devenu rapidement un des plus gros vendeurs de métiers à tisser au Québec. Moi, comme j'avais appris l'anglais à l'école, mais surtout à Montréal, dans les compagnies que j'ai travaillées, j'ai décidé de sortir une liste de prix en anglais, d'ouvrir le marché tant canadien. Donc, en 1980, étant trop à l'étroit au sous-sol, on a acheté un vieux hangar de M. Roberge sur la rue Simoneau, puis on a bâti un magasin de 2000 pieds carrés. Et c'est devenu à ce moment-là Maurice Brassard et Fils, rue Simoneau. On a resté là quelques années, plusieurs années même. On avait à ce moment-là 4 employés qui travaillaient dans cette usine-là. Ma mère a continué à servir au magasin durant plusieurs années. Plusieurs années. Oui. L'émission tire à sa fin. Oui. Quel héritage vous considérez que votre papa a laissé à Plessisville? Quelle empreinte? Ben, moi, je dis d'une manière ou d'une autre, là, il a fait de Plessisville une ville qui a su aller de l'avant. Il a transmis toute son énergie pour la population de Plessisville. Ouais. C'était son but. Son but, oui, bien sûr, c'était sa famille, mais c'était aussi de remettre à la population grâce à ses coopératives. Bien, je vous remercie d'avoir partagé ces beaux moments-là avec nous. Ça a été vraiment apprécié. Plaisant, on a découvert l'homme. Merci beaucoup et on se revoit pour une prochaine émission de Mémoire vivante.